Avril 86, le sous-marin nucléaire Émeraude est lancé. Ils sont nombreux, les anciens sous-mariniers, à vivre avec émotion cet événement, comme Jean Lebas, embarqué en 1917 sur le premier sous-marin Émeraude. Alors ce matin, vous avez vu le lancement de l'Émeraude, le nouvel Émeraude. Alors quel sentiment vous avez eu? J'ai pleuré, d'abord. D'abord, j'ai la larme très facile. Je ne suis pas une femmelette quand même, mais j'ai la larme assez facile. Mais ce qui m'a fait, vous imaginez pas, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir écrit le mot Émeraude. Vous voyez, rien que d'en parler, c'est formidable. Je m'excuse, hein, mais rien que d'en parler, ça me... Excusez-moi, hein, je suis très émotif. Je suis très émotif, c'est comme ça. Et alors pour vous, vous avez trouvé des différences, je suppose, entre les deux? C'est comme la différence entre deux œufs et une prune. Vous comprenez, il n'y a aucune comparaison possible. C'est avec ces anciens sous-mariniers, mais aussi grâce à Philippe Masson et Jean-Jacques Antier, tous deux écrivains, que nous allons revivre l'évolution des sous-marins. L'homme a toujours éprouvé le besoin de pénétrer dans les profondeurs. Et les premières tentatives sérieuses de sous-marins remontent au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais en réalité, il faut attendre 1886, c'est-à-dire il y a un siècle, pour assister à la mise en service, ou plutôt à la mise en chantier du premier véritable sous-marin, le Gymnote. Conçu par les ingénieurs Gustave Zédé et surtout Dupuy de Laume, ce premier sous-marin français n'était en fait qu'un bâtiment expérimental. Son unique moteur électrique lui permettait de plonger à une profondeur maximale de 15 mètres. Avec le Gymnote, le sous-marin est sorti de l'enfance. Et à la fin du XIXe siècle, avec le Hollande américain et le Narval français, on peut dire que le sous-marin entre dans l'adolescence. Avec son périscope qui affleure au ras de l'eau et permet à un homme sous la mer de chercher son gibier, la voilà, l'arme la plus sournoise et la plus dangereuse de tous les temps. Un certain nombre de problèmes alors sont réglés. La stabilité en plongée, la vision par l'intermédiaire du périscope et surtout le problème de la propulsion. Tout le monde reconnaît maintenant l'avantage des moteurs électriques en plongée. En revanche, on hésite encore sur la propulsion en surface. Certains admettent le problème du diesel ou d'autres restent encore fidèles à la machine à vapeur. S'ils étaient dans leur élément quand ils naviguaient entre deux eaux, ils avaient quand même du mal à tenir en surface. Dès 1900, plusieurs sous-marins sont sortis. Ils étaient d'un nouveau type, mis au point par Maxime Laubeuf. Il s'agissait d'un bateau, analogue au torpilleur, tenant parfaitement la mer, mais qui pouvait aussi plonger et tenir sous l'eau. On les appela les submersibles. C'est sur un sous-marin de ce type qu'embarqua dès 1913 Monsieur Le Gall. Et alors vous alliez à quelle vitesse avec ces machines à vapeur? On atteignait 11-12 nœuds en surface maximum. Et en plongée, 4-5 nœuds à tout casser. Et vous plongiez à combien? À 25 mètres, c'était le maximum de ce temps-là. On faisait une plongée de 25 mètres tous les 6 mois en principe. Et vous restiez combien de temps au fond? Moi, j'ai fait une fois 27 heures. 1914. Le sous-marin va être la grande révélation du premier conflit mondial. Selon les bonnes vieilles règles de la guerre sur mer, le sous-marin va servir d'abord comme navire d'attaque des grandes unités militaires. Mais surtout, le sous-marin s'est révélé aussi comme un instrument de guerre contre la navigation commerciale. Et à deux reprises, en 1915 puis en 1917-1918, les Allemands ont pratiqué une guerre sous-marine à outrance contre la navigation alliée. Malheur aux cargos qui passent au large. Les U-boats ne feront pas de cadeaux, détruisant absolument tout sur leur passage. On ne compte plus les bâtiments de commerce coulés. Qu'ils soient à voile ou à vapeur, peu importe. Les torpilles allemandes n'épargnent personne.
Parmi les torpillages les plus spectaculaires, il y a eu celui du Lusitania, le 7 mai 1915, qui a fait plus de 1000 morts, dont 125 passagers américains. Et ça a été une des causes qui ont préparé finalement l'entrée des États-Unis dans la guerre. Cette entrée s'est produite en 1917 avec des conséquences déterminantes pour l'issue du conflit. Au départ, les Alliés ont été complètement déconcertés par la guerre sous-marine allemande. Et ce n'est que très progressivement qu'ils ont mis au point des moyens de lutte. Il a d'ailleurs fallu réquisitionner des navires, des chalutiers, voire même des yachts, et mettre au point des systèmes de lutte d'armes anti-sous-marines. Mais le meilleur système de lutte, ça a été l'adoption des convois à partir de 1917. En regroupant les navires de commerce, en assurant leur protection par des bâtiments de guerre, on a rendu la tâche des sous-marins allemands beaucoup plus difficile. Et au total, près de 180 U-boats, comme on disait à l'époque, ont été envoyés par le fond entre 1914 et 1918. 20 ans plus tard, en 1939, on retrouve encore le sous-marin. Instrument de lutte contre les bâtiments de guerre, il va une fois de plus être utilisé contre les navires de commerce. Les mêmes scènes vont se reproduire, avec la même horreur. Les Allemands ont pratiqué cette guerre, cette bataille essentiellement dans l'Atlantique, mais ils ont utilisé une méthode nouvelle, c'est-à-dire l'attaque en meute. Au lieu de mener des attaques en plongée, à la torpille, ils attaquaient en surface, en groupe et la nuit. Et jusqu'en 1943, ils ont remporté des succès spectaculaires contre les convois alliés, envoyant près de 13 millions de tonnes de navires de commerce par le fond. Et cette menace n'a été jugulée qu'au printemps 1943, grâce aux moyens énormes que les Anglais et les Américains ont mobilisés, grâce à des moyens de détection, au radar, au sonar, mais surtout avec la reprise intensive des grenadages sous-marins. Un caméraman des services cinématographiques de l'armée allemande a filmé l'agonie d'un U-boat. Les hommes finiront par se rendre. Mais pendant cette Seconde Guerre mondiale, les sous-marins français ont également joué leur rôle. Au moment de l'épisode dramatique du sabordage de la flotte à Toulon, il y a eu 5 sous-marins ont réussi à s'échapper. Il y avait notamment le Casabianca qui a, sous le feu des Allemands, est passé sous des obstructions, réussi à gagner Alger et a repris le combat. Il a notamment participé à la libération de la Corse dans des conditions assez étonnantes, car il a transporté les premiers corps expéditionnaires de la libération, ce qui pour un sous-marin était un rôle qui était tout à fait imprévu. En cette fin de guerre, la technique allemande avait fait une découverte capitale, le Schnorkel. Il a été très important car il a permis de prolonger le sous-marin à diesel. Schnorkel signifie renifleur. C'est une prise qui permet de faire rentrer de l'air pur à l'intérieur du sous-marin et d'évacuer les gaz de combustion du diesel. Autrement dit, le diesel peut continuer à tourner quand le sous-marin est en plongée. Il est donc indétectable des avions. Il a permis d'attendre le relais des sous-marins nucléaires. Rappelez-vous, le 3 août 1958, le Nautilus, premier sous-marin nucléaire américain, réussissait à se faufiler en plongée sous les glaces du pôle Nord. Il était suivi peu de temps après par le Skate, qui, lui, arrivait même à émerger. Les Français, immédiatement, se sont mis sur l'affaire. Alors, ils ont d'abord failli accepter la proposition américaine qui consistait à recevoir les plans d'un sous-marin pour, au fond, comme ont fait les Anglais, pour le copier. Mais De Gaulle étant arrivé au pouvoir en 1958, a dit rien à faire, je ne veux pas vendre l'indépendance française contre un plat de Polaris. Alors, on s'est donc mis tout de suite à l'étude d'abord des problèmes nucléaires, ensuite de notre redoutable, car il fallait vraiment tout créer, il fallait partir à zéro. Et ça a donné ce redoutable qui a été le premier sous-marin nucléaire français, qui a été suivi, comme vous le savez, de 5, 6 autres qui sont actuellement parfaitement opérationnels.
29 mars 1967, le général de Gaulle assiste au lancement du redoutable. À son tour, la France possède cette arme clé de la dissuasion, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Le nucléaire, une véritable révolution. La révolution du nucléaire, elle est d'abord au niveau du moteur, en ce sens que le sous-marin n'avait plus besoin de faire surface tous les jours ou tous les 2 jours pour recharger ses batteries. Le sous-marin peut faire le tour du monde en plongée sans recharger les moteurs nucléaires, ce qui est extraordinaire. Donc il est indétectable. Deuxièmement, un sous-marin ne sert que s'il a des engins militaires. Et alors les engins militaires, il a fallu inventer la fusée lancée de sous la mer et il a fallu mettre au bout une charge nucléaire. 1986. Nous avons pu embarquer à bord du dernier gymnote. Regardez bien. Un tir d'essai va être exécuté sous vos yeux. Moteur avant 3, à droite 15. Venir au 2-7-0. Venir au 2-7-0. Lancement opérationnel, la missile d'exercice sur le tube 2. En route au 2-7-0. Bien. Phase préparation du système d'armes. SCP de centrale. Isoler la tranche C. Capeler les masques d'air respirable. Masque d'air respirable, caplé. Bien. Commandant, nous sommes parés pour la phase lancement. Reçu. Accord, phase lancement. Phase lancement. 5, 4, 3, 2, 1, top. Un siècle d'histoire, 2 conflits mondiaux, que de progrès techniques accomplis. Les ingénieurs Gustave Zédé ou Dupuy de l'Aume auraient bien du mal à reconnaître leurs sous-marins. Et pourtant, qui peut dire aujourd'hui que cette évolution est terminée ?